Hola a todos! Nouvelle vidéo, nouveau format. Dans cette vidéo, le principe est simple. Je vais vous présenter 5 produits typiquement espagnols, sucrés ou salés, que l'on a l'habitude de manger en Espagne. On verra également si ces produits sont disponibles en France afin que vous vous les procuriez pour pouvoir les goûter. Bonne vidéo! Au menu du jour, des produits traditionnels et quelques grands classiques qui régalent les petits et les grands. Et sans plus tarder, nous passons au premier. Le premier snack que je voulais vous présenter sont les tortas de aceite. Comme son nom l'indique, elles sont faites avec de l'huile, puisqu'en Espagne, en général, on utilise très peu le beurre. Plus maintenant, mais autrefois, on utilisait très peu le beurre dans la pâtisserie. On mettait plutôt de l'huile, comme dans ce cas-là. Et on utilisait également du saindoux, de la graisse de porc. Et là, c'est vraiment beaucoup moins bon, en fait. Les tortas que je vous présente sont la recette de Écija. Ces tortas sont très très fines et craquantes. C'est comme un biscuit sec qui n'a d'ailleurs pas un goût hautement sucré puisque le seul sucre qu'il y a se trouve dessus en fait. Le seul problème pour moi, c'est que ça contient souvent de l'anis. Et l'anis, c'est ma kryptonite. Bon, celle-là encore, ça passe. Il n'y en a pas trop, mais en général, ils en abusent vraiment. L'origine des tortas de aceite sont très anciennes. On les retrouve dès l'époque arabe, puisque je vous le rappelle, l'Espagne appartenait au monde arabe du 8e siècle au 15e siècle. La recette a donc évolué au fur et à mesure du temps. En principe, elle respecte à peu près ce cahier des charges. Un biscuit sec, très fin, qu'on mettait d'ailleurs au début, avant de faire le pain, pour pouvoir humidifier le four. Il existe des variantes, dont celle par exemple de Malaga, où ici la pâte est plutôt une brioche, mais c'est toujours anisé malheureusement. Voilà en ce qui concerne las tortas. On en trouve partout en Espagne. Par contre, pour les trouver en France, ça va être assez difficile. Je pense qu'on peut le trouver peut-être dans des épiceries spécialisées, mais dans les rayons de supermarchés produits du monde, ça m'étonnerait. En tout cas, si vous arrivez à en trouver, dites-le moi. On va passer au produit suivant. Le second snack que je voulais vous présenter est un classique, les pipas. En Espagne, on en consomme énormément. C'est le plus gros consommateur de pipas. Si vous vous rendez en Espagne et que vous passez dans un parc, regardez bien au niveau du sol près des bancs. Souvent, il y a des cadavres entiers de paquets de pipas. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas une tradition très ancienne. En effet, la consommation de pipas en Espagne remonte seulement à la moitié du XXe siècle. Il y a deux origines possibles à cette consommation. Soit un agriculteur a commencé à planter du tournesol et a vendu les graines. Celles-ci ont été transformées et salées pour être consommées dans une période où il y avait très peu de nourriture. La seconde origine serait que les brigades envoyées par l'URSS pendant la guerre civile espagnole mangeaient des graines de tournesol. C'est une habitude qui a été prise par tous les soldats, car en temps de famine, encore une fois, cela mimait le fait de manger. Ça faisait un peu oublier la faim. Sauf que c'est super addictif. On en commence une et on ne peut plus s'arrêter. Bon, à part les origines qui sont intéressantes, ça reste juste des graines de tournesol salées et grillées, quoi. Donc c'est très bon, mais il n'y a pas de quoi s'étaler 1 heure dessus non plus, hein. En ce qui concerne la disponibilité, ça, c'est un produit que vous allez trouver partout en France, dans n'importe quel supermarché au final. On passe au suivant. Alors, oui, c'est probablement une de mes douceurs espagnoles préférées. En fait, c'est une recette super simple. Comme son nom l'indique, hojaldres, il s'agit simplement de 2 pâtes feuilletées, coupées en carrés et passées au four. Et ensuite, par contre, on y met dessus du sirop de almíbar. Le sirop de almíbar nous vient encore une fois de l'époque arabe de l'Espagne. Selon la légende, une princesse arabe du nom de Valentina China aurait oublié du sucre sur le feu mélangé avec de l'eau. En revenant un peu trop tard, elle s'est rendue compte que c'est devenu un sirop. Et elle l'a nommé en arabe, pardonnez ma prononciation, almaybar, ce qui a donné plus tard en espagnol almíbar. Il existe des variantes de ce sirop. Et dans le cas présent, le almíbar contient aussi du miel ici. C'est pour ça que les hojaldres de Astorga sont aussi appelés mielitos. Ici, ce ne sont pas des frais, il faut aller à Astorga et dans les boulangeries locales pour vraiment trouver le produit le plus frais possible. Ici, ils sont emballés dans des petits sachets et on peut voir déjà que ça suinte pas mal du sirop. C'est une viennoiserie très bonne, mais très sucrée et très salissante et très collante. Et en plus de ça, c'est très bourratif. Généralement, on n'en mange qu'une et ça suffit.
En ce qui concerne son origine, il faut surtout pas croire Wikipédia. C'est un très bel exemple de fausses informations qui peuvent des fois circuler dessus. Ça m'est déjà arrivé quand j'ai fait des recherches sur l'Inquisition espagnole. Là, par exemple, ils nous disent que ça date des années 60. Alors que si on regarde d'autres sources historiques, on peut voir que ça remonte à bien plus loin que ça, en fait. Les origines seraient peut-être issues d'un monastère, car les moines, tout comme moi, sont très gourmands. En ce qui concerne la disponibilité en France, par contre, ça risque d'être assez compliqué à trouver. Ici, on peut voir que c'est des paquets conditionnés qu'on va retrouver en supermarché. En France, ça va me sembler quand même très difficile. On passe au prochain snack. Et celui-là, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui le connaissent déjà. Eso de preguntárselo todo es muy de Eva. Claro, está en una edad que... Papá, porque el colacao hace grumitos. Eva, esa me la sé. Hago estos grumitos tan míos porque mezcla mis ingredientes sin añadir aditivos y mi cacao es natural. Y sale de aquí. ¿A que nunca habías visto una de estas? Colacao. Eso tan tuyo. Le fameux Colacao, un chocolat en poudre classique espagnol qui existe depuis les années 40. Ça s'appelle Colacao puisque dedans il y a de la noix de cola avec du cacao. Bon, en fait, 80% c'est du sucre. Et surtout, il y a une petite polémique en Espagne avec ça. Enfin, quand j'étais enfant. En gros, il y a deux teams. Il y a la team Colacao et la team Nesquik. Pourquoi? Parce que Colacao, pour moi, il a un petit problème. Lorsqu'on le mélange avec du lait froid, ça fait des énormes grumeaux. Alors pour s'en dédouaner, ils sont vachement sympas, hein. Ils ont rajouté derrière un petit encart où ils expliquent « Mais pourquoi ton Colacao il fait des grumeaux ?» Mais c'est tout simplement parce qu'il utilise du cacao naturel. Et ça, c'est des mythos. Si on regarde les ingrédients, le pourcentage de cacao est de, attention, 22%. Donc il reste quand même 78% qui n'est pas du cacao. Donc pourquoi ça fait des grumeaux? C'est juste que la recette, elle est mauvaise. Parce qu'avec le Nesquik, il n'y avait pas ce genre de problème. Et je vous cache pas que chez moi, en Andalousie, en plein été, à 5 h, quand c'est l'heure du goûter, parce que oui, en Espagne, l'heure du goûter, c'est à 17 h, t'as pas envie de boire un lait chaud. Il fait un peu 35 degrés, c'est désagréable. Donc dans du lait froid, ça passe beaucoup mieux. Et le Colacao se dissout pas dans du lait froid. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Après, ça reste une poudre, tout ce qu'il y a de plus standard, hein. On va en mettre une bonne quantité. Voilà, on va mettre ça. Je pense que c'est pas mal. Et on va mettre du lait froid. Donc le but, c'est de le mélanger. Mais cela se révèle impossible, en fait. Regardez-moi ça. Il y a des grumeaux partout. Ça se mélange à peine avec le lait, qui prend à peine une couleur de chocolat. Et ça reste comme ça. Et on a beau touiller, hein. Et soi-disant, c'est la faute du cacao. Là, on peut voir, il y a un grumeau. Il est encore sec. Il n'a même pas touché le lait sur ce côté, quoi. C'est incroyable. Donc, quand vous avez 6 ans, vous passez 3 heures à tourner ça pour avoir toujours des grumeaux. Et au moment de le boire, on n'a qu'un goût de lait avec des grumeaux de cacao planqués par-ci, par-là. En fait, il n'y a qu'une solution. Ça va vraiment fondre dans du lait chaud. Et hop, du lait chaud. On va essayer de mettre à peu près la même quantité. Il y a la même quantité de lait. Et là, c'est pas du tout la même chose. On a un chocolat chaud sans grumeaux. On peut le voir à l'écran, hein, entre la version froide et la version chaude. Et là, ça n'a plus rien à voir. On n'a plus le goût du lait, on a vraiment un goût de chocolat. Et un petit goût particulier quand même qu'a le Colacao avec la noix de cola. Et il y a aussi d'autres céréales. C'est quand même incroyable qu'ils transforment une faiblesse en coup marketing. Leur produit fait des grumeaux, mais attention, c'est normal. Enfin bref, le Colacao, c'est bon, mais quand c'est chaud, froid, ça vaut pas du tout le coup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez déjà goûté et ce que vous en pensez. On passe maintenant au dernier snack de cette vidéo. Las obleas, c'est ça. Ce sont d'énormes gaufrettes, aux origines religieuses comme on peut le voir déjà. Oula, elle est en train de se péter. On peut voir en son centre le symbole des pèlerins qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle, la noix de Saint-Jacques. Las obleas sont d'énormes gaufrettes qui ressemblent étrangement aux hosties. C'est ce qui donne à l'Eucharistie dans les messes. Ça ressemble à ça. C'est pas du tout espagnol puisque c'est allemand. Car oui, j'ai des origines allemandes également. Ça ressemble à ça donc. Ça c'est une version très simplifiée qu'on va trouver en Allemagne pour faire des gâteaux. On y fait très souvent, comme ma grand-mère faisait, des Nussmakronen. C'est une pâte à base de noisettes en fait qu'on va mettre sur l'hostie et on va le mettre au four. En gros, ça sert de base. On peut le manger comme ça, mais ça a goût à rien. Et ça, j'adore.
Quand j'étais petit, je pouvais éclater des paquets comme ça en 5 minutes. C'est un régal. Ça goûte à rien, c'est un régal. En ce qui concerne las obleas, on est plutôt sur quelque chose qui a du goût. Elles sont sucrées déjà, et en plus de ça, comme les Espagnols adorent, il y a de la cannelle. Chez moi en Andalousie, vous pouvez même en trouver dans du boudin. C'est quelque chose. Ces gaufrettes, ou hosties géantes, sont très anciennes. Ça remonte au Moyen-Âge. On retrouve aussi ce genre de produit en Suisse, par exemple, sous le nom de bricelets ou gaufrettes. La texture est incroyable. On a une impression de manger du papier, ou du carton, je sais pas comment expliquer. On reste sur une texture de gaufrette, mais c'est tellement fin. Et en plus de ça, elles sont légèrement sucrées. Et à la fin, vous avez un petit retour de cannelle. C'est juste parfait. Comme les hosties allemandes, je suis capable d'en manger sans m'arrêter. Donc, le mieux, c'est de les poser pour plus tard. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de vous présenter des produits que j'espère originaux, voire inattendus. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Ça pourrait grandement aider la chaîne pour pouvoir se développer et vous montrer beaucoup plus de choses. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. C'est dur de s'arrêter.